annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Dieu fasse que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son hop, alors il paraît que l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être dans tout, dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une babiléquée, tu vas voir comment la famille va te faire marcher le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici un bon voyage, tu ne fais pas le carotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique ton ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? What sur le banc de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mobutu. Dans leur peu de pouvoir, ils te traitent comme un glougougou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon pote, Coco n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la lanja, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on t'en gros corps, c'est la faute à Babia. Blablabla, blablabla. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Ton midi-fest te stresse, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais, c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. On va parler de l'impérialisme aujourd'hui et comment ça marche. On est dans un nouveau monde qui est en train d'évoluer et ça se passe devant nous. Il faut d'abord dire une chose, c'est quoi l'impérialisme? L'impérialisme, c'est la capacité qu'a un pays fort
de transformer les pays faibles en comptoir colonial. Et l'impérialisme a 3 piliers sur lesquels il s'appuie. Vous avez le premier pilier, c'est l'industrie de l'énergie, ça veut dire le pétrole. Il faut que les impérialistes contrôlent l'industrie de l'énergie, c'est-à-dire pétrole, gaz, tout ça. C'est le premier pilier de l'impérialisme. Le deuxième pilier de l'impérialisme, c'est l'industrie de l'armement. Et le troisième pilier de l'impérialisme, c'est le monde de la finance. Mais sauf que l'impérialisme a créé un 4e corps qu'ils ont déclenché récemment, dont je vais parler tout à l'heure à la fin. Vous allez voir les conséquences de ça en Afrique, particulièrement au Cameroun. Je veux plus me taire au Cameroun pour vous faire comprendre pourquoi je dis ça. Et je vais prendre les exemples un peu partout, Afrique, Amérique du Sud, Europe. Et vous avez sur cette planète Terre, vous avez 3 pays qui chacun conçut l'impérialisme d'après sa conception. Le premier qui l'a construit, c'est les États-Unis d'Amérique, United States of America. Le deuxième, c'est la Russie. Et le troisième, c'est la Chine. Donc, ce n'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le seul pays qui n'a pas vu ses industries détruites, ce sont les États-Unis d'Amérique. L'Europe dévastée. Et qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Ils ont installé les bases militaires partout. Premier élément de l'impérialisme, l'industrie de l'armement. Parce que l'impérialisme doit chercher des marchés au profit de ses entreprises. Il faut que les entreprises de ces pays impérialistes qui font du trust doivent inféoder les autres pays qui sont affaiblis. C'est ça le but. Et avant d'arriver à ce niveau, il faut une condition, il faut d'abord que l'impérialisme à l'intérieur des États-Unis doivent s'unir, devenir un avec l'État. C'est pour ça que l'industrie américaine, le monde de la finance, l'industrie de l'énergie, l'industrie militaire était obligée de fusionner avec les hommes politiques pour ce que vous voyez qu'ils ont appelé, ce qu'ils ont appelé eux-mêmes, la globalisation. Lorsqu'ils ont fusionné comme ça, le monde de la finance, le monde de l'énergie et le monde de l'industrie d'armement, à ce moment-là, il faut maintenant, là, ils ont clôturé à l'intérieur du territoire américain le partage des marchés. Ils contrôlent tout. Les grandes entreprises contrôlent tout. Rien ne les échappe. Maintenant, il faut maintenant aller à l'extérieur du territoire américain. Grâce à la guerre, ça les a permis de déployer. Et maintenant, il faut donc habiller cet impérialisme. On va l'habiller avec toute une panoplie d'institutions internationales. FMI, ONU, UNESCO, l'OMC, organisation, tout ce que vous connaissez là.
ça a pour but de cacher la vraie face qu'il y a derrière ces institutions. Ça veut dire l'impérialisme américain transformer les pays faibles en comptoir colonial. Lorsqu'ils vont le faire, à ce moment-là, l'impérialisme se transforme en ce qu'on appelle l'empire américain. Mais il faut donc, ça utilise donc beaucoup d'éléments. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que et cet impérialisme a une caractéristique qui est parfois, quand tu regardes ça, tu te dis, waouh, ça a été vraiment intelligent. Ils vont donc mettre sur pied des philosophies, des moyens très clairs et efficaces en disant, voilà si on ne marche pas, première des choses, ils vont utiliser l'arme de l'énergie. Parce que l'impérialisme, c'est rendre les grandes entreprises riches. Ils ne veulent pas entendre parler du socialisme. Ils ne veulent pas entendre du partage. Ça ne les intéresse pas. C'est rendre les grands trusts riches. Et qu'est-ce qui se passe après? Lorsque, dans un pays qu'on appelle le Chili, Salvador Allende gagne les élections, les Américains disent que mais c'est pas possible. À peine Salvador Allende gagne les élections, qu'est-ce qu'il fait? Il nationalise toutes les entreprises américaines, les grandes entreprises du trust américain, donc les entreprises qui transformaient le Chili en comptoir colonial. Les Américains disent que mais non, si on laisse Salvador Allende, ça va gangréner les autres pays. Donc, du coup, on utilise donc l'arme de la guerre, l'assassinat. On assassine Salvador Allende, on a mis Pinochet, une dictature sans partage. Et tout le monde sait ce qui s'est passé. Lorsque l'impérialisme se rend compte que l'arme de la guerre ne marche pas, l'impérialisme utilise l'arme économique. Tout le monde se rappelle de Cuba, où les États-Unis disent tous ceux qui font du commerce avec les États-Unis d'Amérique ont interdiction de faire du commerce avec Cuba. Automatiquement, Cuba a 11 millions d'habitants. Je ne vais pas abandonner 300 millions d'habitants parce que je veux automatiquement préserver mes intérêts avec un pays qui a 11 millions d'habitants. Cela a duré pendant 50 ans. Lorsque l'impérialisme se rend compte que ici, ça ne marche pas avec l'énergie, ça ne marche pas avec l'industrie de l'armement, ça veut dire la guerre, l'impérialisme utilise ce qu'ils ont utilisé en Afrique, le FMI. Le démantèlement des États africains via le FMI. Plan d'ajustement structurel, prêt d'argent pour payer, prêt d'argent pour continuer à entretenir les fonctionnaires qui ne sont pas productifs, mais qui travaillent pour les avantages, pour pérenniser les intérêts des impérialistes. Parce qu'il faut bien savoir que les fonctionnaires dans les pays africains ont un seul but, c'est faire en sorte que les pays impérialistes continuent de bénéficier de leurs avantages.
ils activent dans le domaine du monde de la finance. Et c'est comme ça que tous les pays africains se retrouvent à genoux. Mais sauf que lorsque l'impérialisme américain devient tellement puissant, ils ont oublié un détail. L'impérialisme adore l'argent, adore le bénéfice. Ils ont dit, mais on peut quand même aller mettre nos usines en Chine pour gagner plus. Parce que là-bas, c'est moins cher. La main-d'œuvre, c'est moins cher. On peut gagner. Ils ont décidé unanimement qu'il faut faire de la Chine l'usine du monde. Ils ont transféré toutes leurs usines en Chine. Mais sauf que les Chinois ont exigé une chose. Pour devenir l'usine du monde à une seule condition, ça se fait avec le transfert de technologie. Comme l'impérialisme adore l'argent, ça avait été négocié par Henry Kissinger. Le président dit que il n'y a pas de problème, nous allons transférer, mais à une seule condition, vous ne devez pas développer votre marché interne. La Chine dit qu'il n'y a pas de problème, mais nous exigeons l'installation des usines avec les transferts de technologie. La Chine a donc mis sur pied sa politique. D'amasser des milliards, des milliards et des milliards et des milliards. 3 000 milliards de dollars américains pour son futur impérialisme. Je veux parler de la Chine. Les Américains, voyant donc, avec la Chine, le mariage, il est parfait. L'Union soviétique est à genoux. Arrive à la tête de l'Union soviétique un jeune officier du KGB, Vladimir Poutine. Je vais parler de Vladimir Poutine. Je suis encore pour le moment avec les États-Unis d'Amérique. Maintenant, les États-Unis d'Amérique sont devenus l'empire. Et quand l'impérialisme prend la forme de l'empire, c'est la fin. C'est la fin. Ils n'ont pas compris qu'il fallait tout faire pour rester au niveau de l'impérialisme, mais éviter au maximum de devenir empire. Parce que tu atteins l'empire, c'est le sommet, il n'y a plus autre chose. Tu atteins l'empire, c'est faire quoi? C'est passer de l'autre côté du sommet, ça veut dire la descente. C'est donc ça qu'on a failli donc ralentir lorsqu'ils se sont rendus compte que on a atteint le sommet de l'empire. Parce que dès que tu atteins le stade d'impérialisme, il te reste une seule chose, faire tout pour te maintenir au stade d'impérialisme. En utilisant tout ce que vous voyez comme bâton, organisation internationale qu'ils ont mis sur pied. ONU, tout ce que je vous viens de vous citer là. C'est sous leur contrôle. Or, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont passés au stade de l'empire, ils disent qu'il faut arrêter ça très vite. Sinon, c'est la fin. Alors, c'est là où on active donc le quatrième élément qui a fait fusion avec l'État, l'industrie pharmaceutique. On ajoute donc un élément aux 3 éléments qui étaient l'industrie militaire, le monde de l'énergie et le monde de la finance. Donc on a donc ajouté un 4e élément de l'impérialisme qui est l'industrie pharmaceutique. Via le développement à vitesse grand V des armes, les armes bactériologiques, les virus passés, le développement de ce monde est tellement vertigineux que quand tu entends les projets que ces gens ont, tu te poses la question de savoir, mais est-ce que je suis encore sur cette terre? C'est là où on a donc déclenché ce que vous connaissez. Mais sauf que les autres n'ont pas dormi. N'ont pas dormi. Le moment où les Américains ont atteint le stade de l'empire, ils ont commencé donc à imposer aux autres par la force
l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, la Yougoslavie, le Nicaragua, tout ce que vous connaissez, la Colombie, la guerre. Les autres ont passé le temps à travailler. À travailler. À travailler. À travailler. Les Américains viennent se réveiller lorsqu'ils se rendent compte que le deal passé avec les Chinois ont traversé de l'autre côté de la barrière. C'est-à-dire, les Chinois sont en train de développer leur marché interne. Les Américains disent aux Chinois que mais non, ce n'était pas ça. Il ne fallait pas développer votre marché interne. Les Chinois leur disent, on ne développe pas notre marché interne parce que c'est vous qui allez venir nourrir nos citoyens. En 10 ans, ils ont développé le plus grand réseau de trains à grande vitesse. Le plus grand réseau de trains à grande vitesse en 10 ans, c'est 25 000 kilomètres de voies ferrées à grande vitesse en Chine. Ils ont développé le métro, le plus grand métro du monde. Se retrouve dans la Chine, dans la ville de Pékin. Ils ont développé plusieurs secteurs. Maintenant, le président Xi Jinping arrive donc pour asseoir l'impérialisme chinois. Il lance donc le grand projet de la route de la soie. Voyant qu'il ne peut pas se contenir dans le territoire en utilisant la mer où les Américains sont tellement présents en mer de Chine, ils décident donc de faire donc ce qu'on a appelé, ce qu'ils ont baptisé la route de la soie. La route de la soie, c'est un projet d'avoir une deuxième alternative lorsque les Américains arriveraient à leur empêcher d'utiliser la mer, mais on aura quand même la terre qu'ils ont utilisée pendant des millénaires. En construisant des ponts, en construisant des ponts, des ports, des voies ferrées de la Chine, tout le monde en sait. Et cela on construit, ça s'est accompagné avec de la coopération militaire, coopération économique. Avant ça, la Chine met d'abord sur pied, commence donc à créer des institutions internationales alternatives, des institutions créées par les Américains. C'est-à-dire Banque mondiale, FMI, ONU, tout ce que vous connaissez. On met sur pied la Banque d'infrastructure asiatique. On met sur pied les BRICS. On met sur pied plusieurs organisations du développement de l'économie de l'Asie du Sud-Est, où les pays de l'Asie du Sud-Est commencent à dire nous allons échanger économiquement avec nos différentes monnaies. Tout ça, la Chine est en train d'asseoir son impérialisme. Mais du même moment, de l'autre côté, la Russie qui a pris les restes de l'Union soviétique s'est reconstruite. Les Américains, voulant s'occuper d'en finir avec l'Union soviétique, ils ont dit, bon, ok, on a partagé la Russie entre les oligarques. Quand Vladimir Poutine arrive, il convoque tous les oligarques, il les fait asseoir, il les dit, vous avez le choix. Vous faites les affaires, je vous protège. Vous sortez de la politique. Vous faites les affaires et la politique, je vous arrête, je vous mets en prison. Vous avez le choix. Une personne qui était le président des oligarques, celui qui était parti voir Vladimir Poutine en France pendant ses vacances, pour lui dire nous voulons quelqu'un qui va remplacer Boris Yeltsin. Berezovski prend la parole. Il dit mais comment ça? Nous on t'a mis là parce qu'on voulait que tu protèges nos intérêts. Donc toi tu nous demandes de ne plus s'occuper de la politique et de faire nos affaires
comment ça pourra marcher? Vladimir Poutine lui dit, c'est ça ou rien. Et celui qui ne veut pas comprendre ça, comme j'ai dit là, c'est à ses risques et périls. Alors, Berezovski prend l'affront, il prend l'opposition, il commence à s'opposer frontalement à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine lui dit, monsieur, je t'ai averti, pour te montrer que je ne blague pas. Il ferme d'abord toutes les chaînes de télévision de Berezovski. Berezovski prend la fuite, il va s'installer à Londres. Vladimir Poutine envoie donc un message fort à tous les oligarques. Un matin, on trouve Berezovski pendu dans sa maison. On n'a rien pris. On est entré chez lui. On l'a pendu. On a accroché sur la corde. Les services secrets britanniques viennent trouver Berezovski pendu. Tous les oligarques ont reçu le message clair que tu franchis la ligne rouge. Il y a un autre qui s'est levé, celui qui avait racheté l'empire gazier pétrolier russe, qu'on appelait Yukos. Vladimir Poutine l'a arrêté, l'a jeté en prison. Il n'a que eu la vie sauve parce que Vladimir Poutine a eu pitié de lui, parce que les Américains ont trop supplié. Actuellement, il est en exil à Londres. Il ne parle plus de la politique. Il sort faire des petites sorties sporadiques. Mais sauf que les Américains se rendant compte de la situation, ils veulent à tout prix reprendre la main. Il faut reprendre la main à tout prix parce qu'il faut que nos entreprises continuent à faire du trust. Ils transforment les États faibles en comptoir colonial. Il y a plusieurs manières de transformer un pays faible en comptoir colonial. La corruption de ces élites, ce qui arrive au Cameroun, la corruption au Cameroun est entretenue par le FMI. Les élites, la guerre, la démocratie, la manipulation, les révolutions de couleur, tout ce que vous connaissez, quand tout cela ne marche pas, le dernier ultime, c'est la guerre. Ils l'ont fait en Syrie, ça a échoué. Sans savoir que la Russie, pour avoir sa position dans le Golfe Persique, avait une base militaire en Syrie. Et qu'ils voulaient faire partie les Russes du Golfe Persique en avançant le pouvoir de Bachar Assad. Les Russes ont déployé un matériel militaire au nez et à la barbe des Américains, en brouillant tous les radars américains basés en Turquie. En presque une semaine, ils ont débarqué le matériel militaire en Syrie. Ça a surpris l'OTAN, comment la Russie a fait pour débarquer autant de matériel militaire. C'est là où ils se rappellent que toute une semaine, les écrans radars de la base militaire de l'OTAN en Turquie étaient noirs. Pas d'information, rien. Avec une bande blanche, tous les écrans, avec une bande horizontale. C'est à la période là que la Russie débarquait le matériel militaire. Vous connaissez ce qui s'est passé? Il a écrasé la rébellion organisée par les États-Unis d'Amérique et ses alliés français en Syrie. Ils ont reçu une bonne gifle. C'est là où donc l'impérialisme américain se rend compte que mais non. Comme on est en train de perdre ici, là, il faut donc utiliser le pivot asiatique. C'est comme ça que Barack Obama décide de concentrer les forces américaines en Asie, en mer de Chine. Je vous rassure. Peut-être on sera en vie ou pas. Ça va se passer exactement comme ce que vous voyez en Ukraine.
avec Taïwan. Les Américains n'entreront jamais en guerre contre la Chine, parce que quand la Chine va envahir Taïwan, ils n'entreront jamais en guerre. Il ne faut jamais oublier que les Américains n'ont jamais tenu parole en matière de défense militaire, ils n'ont jamais tenu parole. Ils ont abandonné les Vietnamiens. Jamais oublié ça. Jamais, ils n'ont jamais tenu parole. Ils ont abandonné les Afghans récemment. Voilà les Ukrainiens qui sont en train d'abandonner. Ils n'ont jamais tenu parole. C'est pour ça, lorsqu'ils se rendent compte que la Russie et la Chine sont en train de former une alliance économique en vue de créer une voie alternative aux pays faibles via l'organisation économique de l'Eurasie. Je vous rappelle environ ces 4 milliards de population du monde. Donc quand vous prenez les 4 milliards sur les 7 millions que constitue la population du monde, ces 7 milliards, vous voyez que c'est plus de la moitié. Or, les Américains, eux, ils ont leur philosophie. Si vous n'êtes pas avec nous, on vous détruit. Les autres connaissant ça bien, les Chinois connaissent, les Russes savent ça. Vous voyez pourquoi ils se sont d'abord repliés entre eux, les Anglo-Saxons. Ils ont reconstruit leur alliance stratégique qu'est les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la Grande-Bretagne, le Canada. C'est pour ça. Après avoir reconstruit leur alliance stratégique, il était hors de question que l'Australie achète les sous-marins français. Hors de question. C'est pour ça que, unilatéralement, l'Australie a dit à la France un matin que je n'achète plus, je ne veux plus, je veux prendre chez les Américains. Et vous êtes en train de bien voir que l'Allemagne décide aujourd'hui de dire que je vais développer mon armement. Au lieu que l'Allemagne, qui chante, que la France chante tous les jours, couple franco-allemand, l'Allemagne dit j'achète des avions américains, les F-35. Donc, résultat de course, les Français qui bavardent tous les jours, ils savent que tout est en train de se passer pour le démantèlement de l'impérialisme français, pour que, au moment venu, la France ne les gêne pas. C'est pour ça qu'il faut d'abord bien affaiblir la France. Chemin faisant, on embarque la France sur des terrains où on sait qu'on va abandonner la France elle seule. Elle ne pourra pas. Elle va fuir comme elle est en train de fuir au Mali. Comme elle est en train de fuir en Centrafrique. Parce que si les Américains ne sont pas là, elle ne peut. Parce que la France fait la guerre pour 2 jours. C'est fini. Lorsque la France attaque la Libye, c'est 2 jours. Elle a bombardé la Libye en 2 jours. Les munitions sont finies. Le carburant est fini. Rien. C'est les États-Unis qui sont venus avec les porte-avions au large de la Méditerranée, qui ont continué à pilonner la Libye pendant tout le reste du combat que vous connaissez. La France elle-même était KO debout. La guerre pour la France, c'était 2 jours. Et c'est fini. Lorsque la France va en guerre, il faut à la France le soutien communicationnel des États-Unis. S'il n'y a pas ce soutien américain, elle ne peut pas faire la guerre. Or, actuellement, le monde est en train de se transformer devant nous. Mais sauf que les présidents qui ne vont pas comprendre comment c'est en train de se dessiner, vont conduire leur peuple à la guerre, comme le président russe, le président ukrainien a conduit son peuple à la guerre, au massacre. Rassurez-vous
l'Ukraine ne pourra jamais gagner la guerre contre la Russie. C'est pas possible. C'est pas possible. Les États-Unis d'Amérique ne pourront jamais sacrifier leur pays. Parce qu'ils savent à l'heure actuelle qu'avec le développement de la technologie, des missiles, la Troisième Guerre mondiale ne pourra plus être comme la guerre mondiale de 1945. Non. La guerre va se passer sur le territoire américain. C'est pour ça que aujourd'hui, les Américains se retournent vers la Chine en disant nous allons masser nos forces dans la mer de Chine. Or, les Américains comptaient sur leurs espions qui étaient basés sur l'île de Hong Kong. Parce que la base de la CIA en Chine, c'était sur l'île de Hong Kong. Les Chinois, dès la rétrocession de Hong Kong à la Chine, ils ont pris tout le temps de neutraliser tous les agents de la CIA chinois sur la base de Hong Kong, sur la ville de Hong Kong. La dernière opération, c'était l'opération de Hong Kong qui a précédé le Covid. À l'heure actuelle, si les Américains n'ont pas mis un coup d'arrêt à l'impérialisme chinois, c'est parce qu'à l'heure actuelle où je vous parle, ils sont aveugles. Ils ne savent pas ce qui se passe en Chine. Ils ne savent pas à quel niveau la Chine se retrouve avec ses armes de destruction massive. Ils ont été surpris lors du défilé de la révolution populaire chinoise, de l'apparition du missile hypersonique Dongfeng 3 chinois. Ils ont été abasourdis. Ils se rendent compte que, mais putain de merde, ils ont déjà le missile hypersonique, ils ont développé ça quand? C'est ça qui a fait en sorte que là où ils avaient basé leur porte-avions, ils ont encore ramené leur porte-avions loin des côtes chinoises. Lorsqu'ils ont découvert que la Chine a développé les missiles hypersoniques. Tout récemment. Ils ont levé les ancres, ils ont retiré les porte-avions plus loin de leur base. Et à l'heure actuelle où je vous parle, ils ont maintenant un autre problème. Parce qu'ils se sont rendus compte que non seulement la Chine, en dehors de la guerre conventionnelle, la Chine a mis sur pied un nouveau système de guerre navale. Ça veut dire prendre des petites embarcations, mettre 5 à 10 soldats qui vont venir en milliers foncer sur les bateaux américains au même moment où les petites embarcations arrivent sur vous. Et c'est comme ça que les missiles, donc vous aurez au même moment vouloir défendre le ciel, vouloir défendre la mer. C'est compliqué et c'est ça qui est en train de les traumatiser à l'heure où je vous parle. Le Pentagone dit il n'était pas prêt pour comprendre qu'ils ont développé ça. C'est pour ça que vous voyez, lorsque la Russie attaque l'Ukraine, le seul président qui connaissait que la Russie va attaquer l'Ukraine tel jour, c'est Xi Jinping. Et la Russie s'est bien préparée pour attaquer l'Ukraine. La Russie connaissait bien que quand il va attaquer l'Ukraine, il y aura des sanctions économiques qui vont suivre. Et vous voyez bien que la guerre est en train de profiter à une personne. Dans le monde occidental, la guerre profite aux Américains.
la guerre en Ukraine. Ça permet que, dans le monde occidental, les États-Unis ont repris la tête du nous sommes les défenseurs du monde libre face à la dictature. Or, les Américains ne sont pas en train de se rendre compte que tout le monde entier connaît que la plus grande manipulation du monde, c'est la soi-disant démocratie. Il n'y a pas une autre manipulation. Il n'y a pas une autre manipulation qui atteint ça. Lorsque vous avez un président qui est élu par 25% des citoyens, c'est de l'escroquerie. Parce qu'il s'arrange bien à mettre de côté l'abstention, ça ne compte pas. Il s'arrange bien de mettre de côté les bulletins nuls, ça ne compte pas. Ce qui compte, sur une population de 300 millions, on va vous dire, tel président a été élu avec 53%. C'est pour ça que les Américains vont vous dire, le président a été élu avec 51%. Or, quand tu vas regarder l'abstention au niveau des élections, c'est l'abstention qui a gagné. En France, c'est pareil. En Allemagne, c'est pareil. En Espagne, c'est pareil. Sur toute l'étendue de la planète, sauf un seul pays, l'Italie, parce que le vote en Italie est obligatoire. C'est pour ça que lorsque les Pepe Grillo ont gagné les élections en Italie, on a mis la pression à l'élite italienne de dire, vous voyez pas que depuis là, Pepe Grillo ne parle plus trop. Il fait profil bas. Il faut observer. Il faut observer. Or, à l'heure actuelle, la guerre qui se passe en Ukraine est en train de faire que les Américains ont signé le contrat de livraison de gaz de schiste avec l'Allemagne. Ils ont signé le contrat de livraison des armes, des avions à l'Allemagne. D'un autre côté, les pays de l'Est là, la Lituanie, l'Estonie, la Pologne, la République tchèque, la Slovénie, la Croatie, ils vivent de quoi? Ils vivent du gaz russe. Malgré qu'ils sont dans l'OTAN, ils vivent du gaz russe vendu à moins cher, mais ils n'ont pas d'argent pour acheter le gaz liquéfié qui vient des États-Unis parce que ça coûte cher. Le gaz de schiste, le pétrole de schiste américain, pour qu'il soit rentable, il doit être vendu à 70 $. La guerre en Ukraine a fait en sorte que le pétrole est monté à plus de 140 $ le baril. Mais les Américains, ils sont aux anges. Il faut que la guerre perdure. Parce que le pétrole de schiste est en train de prendre de la valeur. Or, l'Europe, qui n'a rien compris, ça veut dire la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, tous ces pays de l'Allemagne, tous ces pays-là, ils n'ont rien compris que ils sont les vassaux des États-Unis d'Amérique. L'alliance qu'ils ont avec les États-Unis d'Amérique, c'est l'alliance à un seul sens. Or, les Allemands, dans cette alliance, eux, ils gagnent. Parce qu'ils vont vendre Mercedes aux États-Unis. Tu peux trouver un véhicule français aux États-Unis? Jamais. Mais par contre, où les Français, eux, ils vendent, c'est là-bas où les Américains vont dire non, il y a embargo, embargo. Peugeot est en Russie. Renault est en Russie. Le deuxième plus grand marché de Renault, c'est en Russie. Roi Merlin est en Russie. Carrefour est en Russie. Tu vas entendre que Walmart est en Russie. Tu vas entendre que Maxi est en Russie. Mais non. Donc, vous voyez que les Américains, dans ce jeu, ils continuent de massacrer les autres économiquement. Parce que la France qui se retrouve pris au piège, les hommes d'affaires français sont obligés
de faire profil bas. Parce que s'ils ne font pas profil bas, la France sera KO2. Parce que dès que les Américains vont dire, on va vous sortir, on va vous interdire les paiements électroniques via les cartes Master, Visa, la France sera à genoux. Or, la Russie, dès que les États-Unis ont dit, on vous interdit d'utiliser les cartes Mastercard, Visa, la Russie avait déjà développé son propre système de paiement à partir des cartes MI. On a décroché la Russie du système de paiement international de suite. La Russie avait déjà sa part de système de paiement qu'elle a du coup joué avec le système chinois. Or, les pays comme la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie ne pourront jamais. C'est pour ça que lorsque un pays européen dit « je vais sortir de l'OTAN », nous, on rit. Tu sors de l'OTAN, on te fait ce qu'on a. Puisque la France, il y a une entreprise française qui a retenu la leçon. La Société Générale. Lorsque les Américains avaient décidé d'extraterritorialiser leurs droits financiers, la Société Générale a continué à faire du business avec l'Iran. L'amende que les États-Unis ont donnée à la Société Générale, elle a failli fermer. Avec BNP, avec sa filiale de BNP. Elle a failli fermer. Ça a foutu BNP dans des problèmes. Or, le marché, le deuxième marché de l'entreprise Renault, après la France, dans le Golfe Persique, était l'Iran. Donc, à chaque fois que les Américains prennent les sanctions contre un pays, les sanctions visent toujours les intérêts français. À chaque fois que les Américains prennent les sanctions contre un pays, quand vous allez creuser, vous allez vous rendre compte que ce pays a des relations économiques plus avec la France que les États-Unis. Pareil avec la Syrie, pareil avec l'Irak, pareil avec l'Afghanistan, parce qu'en Afghanistan, il y a eu, on parlait français en Afghanistan. À chaque fois, la France est dindon de la farce. Toujours. Et nous nous posons la question, mais ils ne sont pas en train de voir ce qui est en train de se passer, mais ils ne peuvent pas voir parce que l'élite française est corrompue jusqu'à la moelle épinière par la CIA. C'est une élite corrompue. Vous avez bien vu comment ils ont renversé M. Fillon. Là, c'est qu'on dise que il a pris 3 vestes de l'agent de la corruption. Fillon, le peuple français, c'est un peuple manipulé, qui ne comprend pas les relations internationales, comment ça fonctionne. Le peuple français a eu le malheur d'élire M. Macron, qui est venu, observez bien, le monsieur qui est devenu président en France, préalablement, a d'abord démantelé la seule entreprise qui restait en France, ça veut dire Alstom. Alstom, c'est l'entreprise qui fabriquait les réacteurs nucléaires, qui fabriquait les wagons, qui avait une branche de Alcatel. Macron a vendu ça à General Electric. Donc, vous comprenez que l'impérialisme a pour rôle de démanteler votre pays pour que votre pays serve les grosses multinationales américaines. C'est ça que vous voyez en France. Or, en Afrique, ça va arriver en Afrique francophone, dans la zone SEMA, après le départ des vieux présidents. Paul Biya, Sassou, Obiang. Vous voyez bien
que celui qui est au Tchad, il est balancé comme ça, à gauche et à droite. Vous voyez bien, le jeune qui est en Centrafrique a compris la leçon de ses vieux papas. Ils tiennent bon. Or, vous voyez Ali Bongo, comment on l'a transformé? Qui l'a transformé? C'est son cuisinier. Lors de son voyage de Libreville à Riyad pour assister au forum économique du Golfe Persique. Son cuisinier n'a qu'à appliquer les ordres. Voilà. Voilà ce que vous voyez. Maintenant, imaginez-vous alors quand Paul Biya partira. On aura tous ces assoiffés du pouvoir qui entourent Paul Biya. Des gens qui ne jurent que parce que je vais être président. Bon, quand ils vont venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quoi? Ils ne vont que exécuter ce que les gens qui leur ont mis au pouvoir vont dire. Vous comprenez? Donc, tout ce que vous voyez, les impérialistes programment. Ils programment tout. Rien n'est fait au hasard, rien. Ils programment. Ils peuvent te faire une programmation sur 5, 10, 15 ans. On a programmé le président ukrainien actuel qui devient président. Il a été programmé pour ça. On le construit, vous voyez. Construit, vous voyez. C'est pour ça que je continue de dire que il faut que nous ayons la chance que le président Biya fasse un très bon choix. Sinon, on est foutu. Il dit, sinon, on sera foutu. Vous voyez bien au Cameroun, des gens sont capables de vous vendre un poisson pourri. Je vous dis, les gens sont capables de vous vendre un poisson pourri. Ils savent que un produit tel que le poisson, dès qu'il est congelé, il doit rester congelé. Dès qu'il n'est plus congelé, c'est pour qu'il passe à la marmite. Mais le poisson décongelé, on le recongèle. Décongelé, on le recongèle. 4, 6 fois. Mais au lieu de dire que c'est un produit avarié, on décide de le vendre 5000 tonnes de poissons. C'est ça l'impérialisme. Je ne perds pas, je dois gagner. C'est ça l'impérialisme. Vous êtes en train de le vivre au petit niveau. Ce que Congel Camp fait là, c'est de l'impérialisme. Je ne dois pas perdre jamais de la vie. Et vous observez bien, il ne peut pas aller vendre ce poisson à Bamungum dans son village. Jamais. Dans son village, à Bamungum, les poissonneries qui sont là-bas ont les groupes électrogènes. Quand ARS dit que bye bye, le groupe démarre. Parce qu'il faut maintenir le poisson tant qu'il n'est pas écoulé à une certaine température. Dans les autres régions, même s'il y a même le groupe électrogène, on va vous dire qu'il n'y a pas le carburant. Je suis désolé.
C'est ça l'impérialisme. Me faire de l'argent à tout prix, par tous les moyens. Soit je te crée un blocus énergétique, soit je te crée l'embargo économique, soit je te crée les révolutions de couleur, soit je te fais la guerre. Lorsque j'avais dit aux Camerounais, en 2018, que les Camerounais sont empoisonnés tous les jours par du vin, du whisky frélaté, les gens m'ont dit, je suis jaloux. Je dis, moi jaloux de mes beaux-frères, je suis en train de vous sauver. Quelques mois plus tard, 2018, 2020, ça inondait la toile. Parce que moi, j'ai fréquenté le système, le milieu là, je connais le milieu, j'ai transporté ces marchandises. Je sais ce que c'est. Quand je ne parle pas en l'air. Donc l'impérialisme a plusieurs facettes. Et le terminator de l'impérialisme qui a atteint la phase de empire, c'est lorsque l'impérialisme veut se transformer en impérialisme numérique. C'est le higher level. C'est la dernière strate. Si l'impérialisme atteint le niveau numérique, il ne pourra plus jamais s'écrouler. Et ils étaient à quelques microns d'atteindre leur objectif. Atteindre la phase de la numérisation de la population de la planète. À ce moment-là, il suffit juste d'un petit clic. C'est rien du tout, hein. On met un avion en l'air qui va venir, il va rester en haut à une distance à ce que tu ne l'entends pas. Il vous envoie juste les petits ondes électromagnétiques en sachant bien que si j'envoie à telle capacité et à tel voltage, ça aura quel impact. Mais mon frère, ça c'est le higher level. Et c'est ça que vous voyez. Les autres, les deux blocs ont décidé que ça là, nous-mêmes, on doit prendre part à ça. C'est dans ça que nous sommes. Les gens peuvent ne pas être contents. J'ai dit les faits. Tout ce que je dis là, moi, je n'invente pas. Je n'invente pas. C'est pour ça que moi, je vis ma vie tranquille. Ayant compris tous ces enjeux, c'est ça que j'ai dit à tout le monde. Si tu as compris le modèle et que tu as compris que bon, à ce stade-ci, je ne peux pas combattre le gars si il est plus fort. Est-ce que comme il est plus fort, je dois absolument le combattre, quitte à ce que je perds les jambes, quitte à ce que je me mets à côté de lui? Je prends ma part. C'est tout. C'est tout. Parce que dès qu'il voit que tu t'es constitué en une communauté, c'est pour ça que Aimé Parfait Sim est combattu avec son produit Limal. Parce que ayant constitué une communauté, on peut lui créer de l'espace sans le vouloir. C'est pour ça qu'on se rend compte que mais non. Il a créé une communauté dans un système CFA. Ça va à l'encontre de nos intérêts. Il faut qu'on le démantèle. Or, pour le démanteler, on ne peut qu'utiliser le sabotage. Sachant bien qu'il utilise les moyens de paiement qui sont à notre portée, sous notre contrôle, quand on va lui bloquer ces moyens de paiement, les gens viendront lui dire, rembourse-nous. Je vous rappelle en passant que lorsque le produit Limal
va en bourse, il est à 15 $. Les mêmes gens que vous voyez qui se plaignent n'ont pas retiré leur argent. N'ont pas dit que c'est à 15 $. Je peux retirer mon argent. Les mêmes gens disaient que waouh, le business ça donne. Oui, gars, c'est à 15 $. Oui, gars, le limo coin est à 15 $. Ils étaient fiers parce qu'ils savaient que le magot va tomber. Ils n'ont pas retiré leur argent. Ils n'ont pas. Mais c'est lorsque le limo, parce que les gens ont activé le sabotage du produit lié IMAL, le limo a commencé à se déprécier, que ces gens ont commencé à dire non, rembourse-nous, sachant bien que quand c'était à 15 $, pourquoi ils n'ont pas pris leur argent? Donc, l'impérialisme a plusieurs facettes. Lorsque tu comprends bien le système, tu te dis, le seul moyen à ça, c'est se constituer en un groupe. Et ce groupe va défendre sa part d'intérêt. Les autres là défendent leur intérêt, c'est tout. Il n'y a rien d'autre là-dessus. Vous croyez que Congel Kaba a pitié de vous lorsqu'il vous vend du poisson frelaté? Il n'a pas pitié de vous. Il n'a pas pitié de vous. Il n'a pas pitié de vous. Je veux me faire de l'argent. Point barre. C'est tout. C'est pour ça que je continue de dire aux gens, la solution, c'est celle que je vous ai donnée. Je me rappelle dans un petit village au Cameroun, dans le centre précisément, dans le département de la Leki, par rendre visite à un vieux là-bas dans la Leki. Parce que c'était un ami qui avait une jeune femme qui devait épouser dans le département là. Alors on arrive dans ce village vers Evodoula. Là-bas, le vieux pater nous sort un vin. Les étrangers sont arrivés. Moi je dis, papa, moi je ne bois pas le vin. Je dis, non, mon fils, c'est un bon vin. Je dis, papa, qu'est-ce qui te fait dire que c'est un bon vin? Il me dit que, hé, fils, quand tu me poses la question comme ça, là, moi je vais te répondre quoi? Je réponds au papa là que, papa, moi je travaille au port de Douala. Je vois quand ces produits arrivent. Ce sont des marchandises, c'est l'alcool industriel qu'on commande. Et c'est ça qu'on embouteille en mettant de colorant, en faisant du mélange avec de l'eau pour vous donner ce que vous buvez là. Le père me dit, ah bon? Papa, le jour où l'État du Cameroun va créer une entreprise pour contrôler tout ce qui entre au Cameroun comme boisson, le taux d'alcool. Moi, dans ce pays-ci, le taux d'alcool ici dans les bières, c'est... Je pense que c'est 0, quelque chose, 0,0. Je crois bien que c'est 0,0 quelque chose. Mais le taux d'alcool dans nos pays, Dieu seul sait. Vous croyez que c'est pour nous faire du bien?
Vous croyez vraiment que lorsqu'on nous fait de l'alcool à 0,86%, c'est parce qu'on nous aime? Je vous pose la question à vous et moi. Lorsqu'on nous vend la bière à 0,86, 0, machin, vous croyez que c'est parce qu'on nous aime? Oh, le papa là me dit, ah, mon fils, tu es intelligent, hein? Papa, moi, je ne vois plus ça depuis. Plus de 20 ans. Je n'ai plus jamais bu au Cameroun. Je prends comme ça que je bois. Jamais. Quand tu vois la mort de tes propres yeux et que tu refuses d'être conscient, mais attends, tu crois que qui viendra te rendre conscient? Qui? Personne ne viendra te rendre conscient. Personne. Lorsque je sortais avec mes amis, ils me voyaient et disaient, mais toi tu veux faire un moment, tu ne peux pas boire, non? J'ai dit que mon ami, la différence entre vous et moi, c'est que le cerveau est constitué d'une partie qu'on appelle le moi et d'une partie qu'on appelle le surmoi. Le moi est en haut, le surmoi est en bas. Le moi qui te permet de contrôler ce que tu fais. Savoir que si je fais ça, ça peut avoir tel effet contraire. Mais lorsque tu as atteint une catégorie de lavage de cerveau, à ce moment-là, ça s'inverse dans ton cerveau. Le surmoi passe en haut et le moi passe en bas. À ce moment-là, tu ne peux plus prendre une décision que je ne fais pas ça. Tu arrives à maintenir ça. Parce que tu es contrôlé par le surmoi. Le surmoi, c'est un peu comme ce que vous appelez dans la partie informatique des courriels. Les spams. Donc c'est là-bas où tout ce que le cerveau a rejeté, ça va au spam. C'est la même chose. Donc, c'est une mémoire qui ne te permet même pas de faire la concordance entre ce que tu vois, tu penses, tu réfléchis dans le réel avec ton cerveau. Quand tu tournes les yeux, c'est parce que l'action de tourner les yeux, l'action de tourner la tête a été déclenchée par une petite partie de ton cerveau qu'on appelle généralement les cellules. Or, lorsque tu n'es pas capable de contrôler toutes ces choses, tu vas dire, je fume depuis, je ne sais même pas, je ne suis pas capable d'arrêter de fumer, de fumer. Maintenant, donc, les fabricants des cigarettes, qui connaissent bien ce que je suis en train de vous expliquer, qu'est-ce qu'ils font? Parce que eux, ils sont une entreprise impérialiste qui veut à tout prix vendre ce qu'ils ont fabriqué. Si on prenait la cigarette telle que vous voyez la cigarette, on prend la feuille de tabac, on écrase, on prend le papier,
fait, comme vous voyez, on fait souvent le cigare. Tu prends ça, tu n'as pas de problème. Ni de maladie. Rien. C'est exactement comme ce que nos parents prenaient au village qu'on appelle la pipe. Soit nous sonne. Mais qu'est-ce qu'eux, ils font? Ils vont venir sur la cigarette-là. Ils vont ajouter ce qu'ils ont appelé le filtre. Pour toi, le naïf, c'est élégant. Or, c'est dans cette partie qu'ils ont appelé le filtre qu'ils vont te mettre tous les produits qui vont faire en sorte que le surmoi passe au-dessus du moi. C'est là où on met la nicotine. C'est ça qui te contrôle. Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas abandonner. Oh non, ça m'a dépassé. C'est parce que tu es tombé dans le piège. Ça a été créé par les fabricants de cigarettes. Lorsque tu comprends ça, tu comprends que le monde où nous vivons ne tourne qu'autour des intérêts. Partout. Regardez. McDo ferme en Russie. Les Russes réquisitionnent tous les magasins de McDo. Ils ajoutent la barre sur le M de McDo. Ça donne oncle machin. Du jour au lendemain, les mêmes produits que McDo faisait, les Russes commencent à distribuer les mêmes produits à prix moitié prix. Les Russes se rendent compte au final que, mais en fait, on était en train de nous racketter. Vous voyez bien que dans cette guerre que tout le monde voit, elle a son côté négatif, qui est que les hommes et les femmes meurent et les enfants. De notre côté, économiquement, c'est en train de montrer la face hideuse du monde impérialiste. Bâti sur de la manipulation, le mensonge, le crime, la corruption. C'est de ça qu'il est question. Je pleure souvent beaucoup mon pays, au Cameroun. Je connais ce qui va nous arriver. Ne croyez pas que vous aurez encore une autre élite. C'est l'élite que vous avez là, qui sera là. On ne va plus fabriquer une autre élite. C'est l'élite là. Ils font tout pour ne pas partir. J'ai vu un post tout à l'heure, avant de faire le direct, où quelqu'un avait un bulletin de paye dans l'administration camerounaise, un enseignant, bulletin nul. Je me suis posé la question. Ça, c'est au niveau des enseignants que les gens travaillent tout un mois, il a un bulletin nul. Au même moment, je dis et je répète, ce qui, lorsque ces grands vont finir par trouver leur terrain d'entente, qu'est-ce qui va se passer? On va faire ce qu'on a trouvé l'habitude de faire. Vous devez choisir votre camp. Ou tu es avec nous, ou tu es avec les autres. C'est ce qui va se passer. Ou tu es avec nous, ou tu es avec les autres. Parce que coûte que vaille,
Ils ne vont pas se faire la guerre. Parce qu'ils savent bien qu'avec les armes qu'ils ont développées, chacun va avoir une destruction à la hauteur de ses moyens. Ils vont maintenant officialiser la division du monde, puisque l'Empire a échoué à son projet de contrôle de tout le monde. C'est pour ça que les Russes attaquent l'Ukraine en premier. Si les Russes n'attaquaient pas l'Ukraine en premier, les Américains allaient attaquer la Russie. C'est clair. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Je pleure beaucoup, nous, Africains, parce que je vois ça venir doucement, doucement. Je vois le comportement de l'élite. Je dis, oh, qui peut donner encore à Paul Biya 60 ans? Mais ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Il ne peut plus avoir 60 ans. Maintenant, il lui faut de trouver maintenant un enfant intelligent et sage, pondéré. Ne pas être précipité à prendre une décision. Lorsque tu es un pays faible, prends toujours la décision à la dernière minute. Les enseignants francophones sont en train de montrer aux enseignants anglophones comment on défend les causes d'une corporation. Dans leurs revendications, ils protègent même les enseignants anglophones. Ils disent, monsieur, enseignant, c'est enseignant. Je veux que vous voyez la différence de la conception. Lorsque les gens ont compris ce qu'on appelle intérêt, et lorsque l'intérêt n'est pas inféodé à un groupe politique. Vous faites l'erreur de vous laisser inféoder par un groupe politique. Vous sortez du champ de la défense de vos intérêts. C'est pour ça que moi je félicite les enseignants. Je les félicite d'avoir compris où se trouve le combat. Le combat ne se trouve pas là où on a voulu les amener. Le combat se trouve au niveau de la défense de leurs intérêts. Maintenant, je continue de vous dire, vous les leaders de votre organisation, vous n'avez pas à vous afficher. Vous avez déjà envoyé sur le terrain M. Noah. Laissez-lui. Parce que le système adore toujours voir qui est le leader. Moi, je vous conseille tout de laisser envoyer Noah devant. Celui qui est le communicant. Vous négociez comme ça. Jusqu'à ce que vous, le gouvernement, vous allez trouver comment vous allez créer des échéanciers pour que soit à moyen. Tout le monde sait qu'il y aura des résolutions à court, à moyen et à long terme. Ça n'a pas échappé à personne. Tout le monde le sait. Les gens ont tendu juste un piège au président Biya. Mais sauf qu'ils ont oublié un élément. Que le président Biya est vieux. Ayant oublié que le président Biya est vieux, le peuple camerounais comprendra automatiquement que dans le système, il y a des gens à l'intérieur qui que le verrou. D'où la lettre du ministre de la fonction publique qui a suspendu pour une durée de 3 mois un monsieur travaillant dans la région du centre, à la délégation régionale du centre.
pour abstraction, il faut que je vous lise ça. Donc, vous voyez que tout tourne autour des intérêts, mais ça, la manière que vous vous organisez pour défendre vos intérêts va faire en sorte que vos interlocuteurs en face vont comprendre que vous n'êtes pas manipulable. Et ils vont vous accorder du crédit. Ils vont vous accorder du crédit. Parce qu'en ce moment-là, ils n'auront pas de choix. Ils n'auront pas de choix que de vous accepter. Moi, je continue de vous dire, ne faites pas la guerre. Sachez quand même que ce sont nos enfants, tout le monde. Monsieur Joseph Lé, décision numéro 0003-436-D-Minfo par secrétaire général du 26 mars 2022 portant suspension d'un personnel de la délégation régionale de la fonction publique de la réforme administrative pour le centre. Je pars très vite. Hein. Article 1er, en application des dispositions combinées des articles 36 alinéa 1er, 93 alinéa 1er et 2 et 108 du décret numéro 94/195 du 17 octobre 1994 subvisé, Monsieur Yang Albert Eric, agent décisionnaire, matricule, solde 740 983-W en service à la délégation régionale de la fonction publique et de la réforme administrative pour le centre est à compter de la date de signature de la présente décision suspendue de ses fonctions pour une période de 3 mois pour escroquerie, imposture et monnayage des services à l'égard des usagers. Article 2. Pendant sa période de suspension, l'intéressé ne pourra prétendre à sa rémunération mensuelle, à l'exception des allocations familiales dont il est bénéficiaire. Article 3. Le directeur des affaires générales du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative de la délégation régionale de la fonction publique de la réforme administrative du centre sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'application de la présente décision. Au moins, le ministre Joseph Lé a suspendu une personne. Ça veut dire que, en d'autres termes, mes chers frères enseignants, les choses bougent. Les choses bougent. Les gens sont en train de voir. Nous connaissons bien que M. Yang Albert n'est pas seul. C'est toute une organisation. C'est toute une organisation qui a mis en prison
l'administration camerounaise a envie de lancer sur pied le coup d'état scientifique. M. Yang Yang n'est pas seul, M. Yang Yang Albert n'est pas seul, je continue de le dire. Nous demandons juste au ministre de la fonction publique de permettre aux fonctionnaires de travailler les samedis pour la célérité du traitement des dossiers des enseignants. Parce que voir un enseignant travailler 15, 10, 20 ans, aller en retraite sans toucher son salaire, M. Bongono, ils sont pleins. Ça nous fait mal. Très mal. Lorsqu'un enseignant va en retraite, illico presto, son salaire est suspendu. Mais pour prendre sa retraite, ça devient un serpent de mer. Moi, je me rappelle à l'époque, mon père étant fonctionnaire, mon père ayant fait le calcul, il savait qu'il devait aller en retraite en telle période. Il a pris ce qu'il y avait à l'époque dans l'administration camerounaise, avance sur solde. Les avances sur solde que l'État du Cameroun donnait aux fonctionnaires, tu pouvais prendre avance sur solde pour 3 ans, 4 ans, maximum 5 ans. Mon père, pour entrer en retraite, a pris avance sur solde pour 3 ans. Ça permet à mon père de louer un camion, de mettre les choses dedans, prendre une voiture, mettre toute la famille dedans. Nous sommes arrivés dans les années 84 à Bafia. Et comme mon père était souvent un monsieur que Dieu avait béni, je me rappelle très bien, mon père arrive au village et a envoyé l'argent à son frère d'apprêter la maison, défricher partout. Son frère n'a rien fait. On arrive au village, la maison est en brousse. Oh, les femmes commencent à bavarder. Tu fais les voyages à Bafia, tu viens à Bafia, tu montes, tu descends, tu ne dis pas que tu viens chercher les femmes. Regarde la maison, la brousse partout. Je vous jure, comme Dieu fait souvent ces choses, parce que mon père c'était un enfant de Dieu. Comme Dieu fait ces choses, un caterpillar qui passait sur le goudron. Arrivé au carrefour, là où la police arrête souvent, le chauffeur du caterpillar dit que non, il faut que je passe par ici, là, je ressors vers le marché. Il entre au carrefour, il prend l'autoroute. Arrivé devant la maison, mon père dit, oh, tu pars où? Papa, je suis parti travailler là-bas. Débarrasse-moi tout ça. C'est comme ça que le caterpillar la pelle niveleuse a balayé toute la maison, partout. 30 minutes. Mon papa l'a payé, le monsieur a continué sa route. Si on disait à quelqu'un que le matin, les gens qui passaient le matin, en repassant le soir, ont vu l'endroit et dit, merde, c'est pas possible. C'est ce qui s'est passé ici. Donc, on vous dit, dans l'administration camerounaise, c'est pour ça que je dis, avant, il y avait de la fierté d'un fonctionnaire d'aller en retraite. Et ses collègues qui restaient en poste l'aidaient avec des facilités d'aller en retraite et de rester en bonne santé en lui accordant des facilités. Aujourd'hui, on a une jeune génération de fonctionnaires qui ont développé quelque chose qu'on appelle au Cameroun le mauvais cœur, la méchanceté, la haine du fonctionnaire qui va en retraite, la haine des aînés. Ils détestent leurs aînés,
qui détestent leurs collègues qui vont en retraite. Ils ont développé la rancune, le mauvais cœur. C'est ça que vous voyez. Un fonctionnaire qui travaille, il part en retraite. Ses propres collègues bloquent son dossier. Comme je connais un haut fonctionnaire, un ancien consul général. Il était consul général en France, en Russie, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Le gars a pris sa retraite, il est rentré au Cameroun. Mes chers frères, on a demandé à ces gens l'argent. On a demandé à ce papa l'argent. Le papa là a dit qu'il ne donne pas. Il est allé en retraite. Il n'a pas touché sa pension. Il est mort. À l'heure où je vous parle, même sa veuve n'a rien pris. Donc, là, ces gens ont développé une haine envers leurs collègues fonctionnaires. Tu te poses la question de savoir, mais est-ce qu'ils savent que être fonctionnaire a ce qu'on appelle unicité du métier de fonctionnaire? Unicité du métier de fonctionnaire. Un fonctionnaire part, moi je reste. Je dois être fier parce qu'il faut qu'il parte dans les bonnes conditions. Ça continue de donner de l'aura à notre métier. Mais lorsque vous transformez les fonctionnaires, vos propres collaborateurs, vos propres frères et sœurs, je me pose la question, ces jeunes-là, qui sont sortis de l'école normale, des années 85 là. Mais attendez, vous prenez ce courage où? Quel est ce développement de mauvais cœur que vous avez en vous? En tout cas, nous on va vous renverser. C'est pour ça que nous supplions le président. Excellence, monsieur le président. Je ne peux pas finir ce direct sans vous supplier une fois de plus. S'il vous plaît, écoutez-nous. S'il vous plaît, nous vous supplions de nous mettre sur pied. C'est juste que votre signature, excellent monsieur le président. Décret portant création de la Commission nationale de vérification des derniers diplômes du Cameroun. Monsieur le Président, vous nous signez ce décret, Excellence, Monsieur le Président. Vous avez sauvé le Cameroun du chaos. Parce que nous sommes en train d'aller tout doucement, tranquillement, vers un chaos. Et le chaos a été organisé méthodiquement par des fonctionnaires véreux. Le seul moyen que nous avons pour reprendre la main de l'administration entre ces bandits à col blanc, ça sera ce décret. Excellent, Monsieur le Président. Décret portant création de la Commission nationale de vérification des derniers diplômes. Mais excellent, Monsieur le Président, vous avez sauvé le pays. Lorsqu'on dit que la délégation arrive dans telle délégation régionale, tel département, mais chacun apporte l'original de son diplôme. On porte les cartons, les piles de cartons là, on amène à Yaoundé. On commence à épilocher. Mais Monsieur le Président, avant que 2025 n'arrive, on aura purgé l'administration des faussaires. Excellence, Monsieur le Président, vous pouvez organiser votre transition dans la paix comme vous voulez, avec une facilité légendaire. Vous serez tranquille. Tranquille, Monsieur le Président. La création du poste de vice-président sera facile pour vous. Excellence, Monsieur le Président. Mais Monsieur le Président, vous créez le poste de vice-président dans des conditions actuelles. Les mêmes qui vous ont mis
dans des situations compliquées, vont mettre le vice-président dans la même situation. Nous vous supplions beaucoup, sauvez-nous. Ce décret va être un décret, ce sera l'arme atomique. Il sera interdit à un fonctionnaire en exercice de faire partie de la commission. Elle sera, monsieur le président, c'est pour sauver le pays. Le système ne fonctionne pas parce que vous avez un groupe qui est en même temps juge et partie. Un fonctionnaire ne doit pas écrire les textes de loi qui vont régir son activité. Lorsqu'on demande à un fonctionnaire d'écrire les textes d'application de l'article 66, il ne va pas écrire. Excellent, monsieur le président, c'est pour ça qu'il faut accepter la mise sur pied des cabinets conseils de droit administratif. Ce sont des entités privées qui doivent écrire et vous proposer. C'est très important, Excellence, monsieur le président. Il faut sauver le pays. Il faut sauver le pays à tout prix. Sinon, le poste de vice-président, ça sera un poste où le vice-président sera prisonnier des fonctionnaires. S'ils ont réussi à vous mettre en prison, vous croyez que c'est le vice-président qui va vous mettre en prison? Mais ils vont les mettre en prison. Parce qu'ils vous ont mis en prison. Vous pouvez prendre, vous prenez les décisions. Combien de fois vous avez pris les décrets non pas appliqués? Combien de fois? Combien de fois? Donc, pour redonner du pouvoir au poste de vice-président que vous allez créer, mettez d'abord sur pied cette commission. Cette commission va faire un nettoyage du système. Il va entrer dans le cœur du réacteur nucléaire. Vous allez voir vos propositions, excellent monsieur le président, vos soi-disant directeurs, vos soi-disant ingénieurs. Vous allez voir, tous ont les diplômes photocopiés, scannés, à près de 95%. Tous. J'ai dit tous. C'est pour ça qu'ils ont bloqué la décentralisation, monsieur le président. Ça ne marchera pas. Il faut les purger. Il faut les purger. Parce que ces gens veulent continuer à vivre du travail du peuple camerounais gratuitement, sans rendre compte. En espérant que vous allez nous comprendre, excellent monsieur le président. Ça nous tient beaucoup à cœur. Vous nous donnez ça. Vous avez sauvé le pays. Tout ce que vous voyez là sur la toile, que les gens luttent. Oh, on a battu tel. Oh, on a battu tel. Oh, on a fait ceci. Oh, on a fait cela. Oh, oh. Monsieur le Président, ce sont les faussaires de l'administration camerounaise qui sont à l'œuvre. Ce décret va les refroidir. Vous savez, lorsqu'on verse de l'azote directement sur une barre de fer, cette barre de fer devient cassante. Au lieu qu'elle se torde. Mais quand tu tords cette barre de fer pour la tremper sur de l'azote, tu la tords, elle va se casser. C'est ça qui va arriver à ces fonctionnaires. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée à vous tous. On se voit demain.
Vous entendez, non? Le ministre de l'Intérieur, dit que je dois choisir. Le ministre de l'Intérieur dit que je dois choisir, soit il fait le direct le samedi, soit il fait le direct le dimanche. Ah, vraiment de Dieu. Ah, vraiment de Dieu, c'est terrible. On va faire comment? Ça qu'on va seulement sauf que supplier. Hein? Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très têtu. Tu es parce que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop, ayo, hit para.